Mathieu Bock-Côté. Pour lui, les idées n'ont pas de frontières. Au contraire, les idées mènent le monde. Réflexion, observation, échange, critique, solution. Mathieu Bock-Côté. Les funérailles d'État de Brian Mulroney ont été célébrées à Montréal, à la basilique Notre-Dame. Les hommages ont été nombreux. On est revenu sur les grands accomplissements de la carrière de M. Mulroney, mais sa façon de faire de la politique également. De Montréal, je rejoins à Paris Mathieu Bock-Côté. Salut Mathieu. Bonjour. Est-ce que le Parti conservateur a bien changé avec le temps et la façon de faire de la politique aussi? Bon, il a changé. La manière de faire de la politique a changé aussi, comme elle n'a jamais changé. Alors, si je peux me permettre, c'est-à-dire la politique, c'est le fait de combattre un adversaire pour prendre le pouvoir et servir notre idée du bien commun, tout en sachant qu'elle est toujours partielle, partiale, et que tôt ou tard, on sera congédié, parce que même si on a été excellent, on finit par s'user. Bon, ça, c'est vrai depuis la nuit des temps, ça devrait jusqu'à la fin des temps. Mais ce qui m'a frappé dans les funérailles, c'est le fait que certains commentateurs bien connus ont pris prétexte des funérailles de Brian Mulroney pour expliquer que le Parti conservateur actuel à Ottawa est un Parti conservateur qui serait dans la mauvaise direction. Donc, je cite globalement le propos entendu. Le Parti conservateur sous Mulroney aurait été un parti fondamentalement progressiste, donc l'aile conservatrice aurait été à l'arrière. Le Parti conservateur version Mulroney n'est un parti presque de centre-gauche plutôt que de centre-droit. C'est un parti, et là on fait la liste, donc qui finalement traiterait ces éléments conservateurs comme des résidus qu'il traîne avec lui dont il ne peut se débarrasser, comme des petits cousins fatigants, mais qui ne comptent pas vraiment. Et là, aujourd'hui, Pierre Poilievre propose un conservatisme nouveau, décomplexé. Alors, la formule revient souvent, c'est intéressant. Ça veut dire qu'auparavant, le Parti conservateur était complexé. Complexé par rapport à quoi? Complexé par rapport à l'idéologie canadienne dominante, qui est une idéologie progressiste. Le Parti conservateur, aujourd'hui, quoi qu'on en pense, il ne s'agit pas d'être pour ou contre, mais de comprendre son système. On dit aujourd'hui, nous, on ne va pas élaborer notre doctrine ou notre discours en fonction des paramètres du débat public admis et fixés par les progressistes, par la gauche, tout ça. On va définir notre propre discours, puis même si vous nous traitez de tous les noms de complotistes, d'extrême droite, de ci, de ça, on va maintenir notre discours parce qu'on ne se définira plus en fonction du périmètre de respectabilité que les libéraux tracent. Mais aussi, et j'y reviens, que certains commentateurs tracent. Certains commentateurs qui sont clairement marqués à gauche, il faut le dire, qui expliquent ensuite aux conservateurs de quelle manière être correctement conservateur. Donc, ils veulent distribuer des brevets de respectabilité. Ça, vous êtes un bon conservateur en domestiqué, calme, gentil, doux, donne la patte. Et puis, de l'autre côté, vous êtes un conservateur pas gentil parce que vous n'acceptez plus d'évoluer, justement, dans le système du conservateur inhibé, du conservateur toujours occupé à s'excuser d'exister. Donc, je trouve assez intéressant que ces commentateurs sacralisés par les médias publics, il faut bien le dire, viennent finalement se poser comme arbitre des élégances, viennent nous expliquer c'est quoi la bonne manière d'être de gauche, la bonne manière d'être de droite, la bonne manière d'être souverainiste, la bonne manière d'être fédéraliste, sans jamais avouer, et c'est ça qui est intéressant, leur propre biais idéologique. C'est-à-dire, ils se posent comme des analystes politiques objectifs sans aucun biais idéologique. On les entend parler, et pourtant, on comprend que leur grille de référence idéologique implicite se situe quelque part entre les libéraux fédéraux et le NPD. C'est-à-dire, pour eux, finalement, le bien politique se trouve par là. Et dès qu'on s'en éloigne un peu, on est extrémiste. Dès qu'on s'en éloigne un peu, on bascule dans l'infréquentabilité. Et je pense que c'est un des problèmes aujourd'hui de notre vie politique, c'est qu'une trop grande partie du commentariat pose à l'analyse strictement objective, alors qu'elle a une grille idéologique très, très active, très militante, mais qu'elle ne veut pas avouer. Puis là, qu'on s'entende bien, je dis pas qu'il y a... en fait, je pense que tout le monde a un biais subjectif. J'en ai un, ces commentateurs-là en ont un, j'ai la politesse, mais on me dira peut-être que c'est simplement l'inconscience de le dévoiler. Moi, je suis un indépendantiste, plutôt conservateur idéologiquement, je suis un nationaliste, bon, le mot identitaire me fait pas peur, mais sur le fond des choses, une fois qu'on a des préférences, on a un devoir d'honnêteté, je crois. Le devoir d'honnêteté, c'est de pas simplement
plaquer sa grille d'analyse sur tous les autres, mais chercher à voir comment ils se comprennent eux-mêmes, comment ils se voient eux-mêmes, et éviter, j'espère, de confondre l'analyse politique avec le test de pureté morale. Donc, et là, moi, ce qui m'embête un peu, c'est que puisqu'à travers tout ça, on nous dit le centre de gravité de l'analyse, qui se confond avec le centre de gravité idéologique, est on pourrait dire entre la gauche et le centre-gauche, et qu'à partir de là, plus on s'en éloigne un peu à droite, mais là, on devient très à... Dès qu'on est très à droite, on est trop... Enfin, je dirais, dès qu'on est à droite, on est très à droite, et dès qu'on est très à droite, on est trop à droite. Et si on va trop à droite, à un moment donné, apparaissent les marqueurs au fer rouge. Ils disent « Ah, vous êtes d'extrême droite ». Et ça, on le voit beaucoup dans les pays européens, mais on le voit avec la séquence Poilièvre, parce que c'est la première fois depuis un bon moment qu'on se retrouve devant des conservateurs qui justifient, qui ne s'excusent pas d'exister. Disant tout ça, je pense qu'il y a des tonnes de choses qu'on peut critiquer de Pierre Poilièvre. Il y a des tonnes de choses qu'on peut remettre en question de sa doctrine, de sa stratégie, mais simplement dire, vous vous êtes éloigné de Brian Mulroney, parce que Brian Mulroney, c'était notre conservateur à nous, et c'était un conservateur qui était compatible avec nous. Ce n'est pas une critique, c'est une lamentation qui se dissimule derrière un commentaire qui est porté à la télévision, la radio d'État. Pierre Poilievre, qui est proche de la famille Mulroney, d'ailleurs, qui est un grand Oui, ami oui. de Mark. C'est pas un détail. Hein. Je note, soit dit en passant, tu as tout à fait raison, parce que plusieurs qui disent « Ah, il est très éloigné de Mulroney, il trahit Mulroney, il déçoit Mulroney. » Ben, je note que les conservateurs qui étaient proches de Mulroney ne vivent pas l'existence et la présence de Poilievre à la manière d'un blasphème et d'un scandale. Ça ne veut pas dire qu'ils sont d'accord avec tout. Ça veut peut-être dire qu'ils n'ont pas le même système de distinction des fréquentables et des infréquentables qui sont justement à la mode chez les analystes et commentateurs patentés du régime qu'on veut faire passer comme le parti de l'objectivité médiatique, le POM. Est-ce que le Bloc est nationaliste ou progressiste? Ah, c'est intéressant ça. Je prends le relais ici de l'analyse de notre collègue Emmanuel Latraverse, à la fois dans cette émission hier et dans sa chronique du Journal de Montréal aujourd'hui, parce qu'elle met de l'avant le fait que les conservateurs disent le Bloc, sur toutes les questions hors question nationale, disons ça comme ça, donc identité, laïcité, immigration, tout ça, c'est un parti qui est globalement aligné sur le bloc progressiste canadien. Donc, globalement, le NPD et les libéraux. Et très souvent, finalement, le bloc, quand on quitte le domaine de la question nationale, tend à voter comme un parti de gauche. Et moi, ce qui m'a intéressé dans cette, à la fois dans l'analyse d'Emmanuel Latraverse, mais aussi dans la réaction que ça suscite les uns les autres, c'est qu'effectivement, Pierre Poilievre, quoi qu'on en pense, a trouvé un angle d'attaque qui est significatif pour le Bloc. Moi, je vais donner un petit cours d'histoire, c'est ma lubie, c'est ma manie. Si on remonte à la fondation du Bloc, c'est un parti qui est issu du Parti conservateur fédéral en bonne partie, mais qui va très rapidement devenir une coalition. Puis il y a la période Lucien Bouchard, le Bloc est un peu l'expression nationaliste de centre-droit dans la coalition souverainiste québécoise. Il va y avoir Michel Gauthier, figure de transition, et ensuite il va y avoir Gilles Duceppe qui lui va ancrer, parce que c'était dans son parcours idéologique personnel, politique, c'est respectable, je ne suis pas là pour en faire le procès, j'essaie de le décrire, il va ancrer son parti clairement plus à gauche, tout en disant qu'il est pragmatique. Le Bloc, au début des années 2000, de mémoire, va publier un rapport qui s'appelle le rapport Allary. Le rapport Allary, c'est un rapport qui dit, c'est porté par la députée Hélène Allary, qui disait le Bloc est peut-être en train de perdre les nationalistes conservateurs de région. On est peut-être en train de confondre le discours idéologique dominant dans les médias, puis on disait à l'époque sur le plateau, là, c'était la référence du moment, avec ceux de l'ensemble des Québécois. On est peut-être en train d'oublier que nos électeurs, là, hors quelques circonscriptions, sont peut-être idéologiquement plus proches des conservateurs que du NPD ou des libéraux. Par exemple, sont plus loi et ordre que tendresse et miséricorde envers tous les délinquants. Ils sont peut-être moins portés que d'autres vers la culpabilisation systématique du commun des mortels sur les questions climatiques. Pas qu'ils sont insensibles aux questions climatiques, mais ils disent un instant, la culpabilisation quasi religieuse du commun des mortels, est-ce que c'est la bonne manière d'aborder cette question-là? Donc, il y a, puis même sur les questions morales conservatrices, hein, est-ce que celle d'aujourd'hui, on pourrait dire toutes les questions liées au genre et ainsi de suite, le commun des mortels, j'ai pas l'impression qu'il s'aligne particulièrement sur le discours dominant à Concordia ou au PLC et au NPD. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? Le Bloc, normalement, réussit à se faire élire en mobilisant un électorat sur des thèmes identitaires forts, la langue, tout ça, bien qu'il ne va pas assez loin sur ces questions-là, je prends la peine de le dire. Il va dans la bonne direction, mais il ne va pas assez loin. Mais à Ottawa, dans la politique au jour le jour, il y a finalement un programme assez PLC-NPD compatible. Et quand
Poilievre fait remonter ça à la surface, il dévoile ce qu'on pourrait appeler la faiblesse dans l'armure du Bloc. Parce que si trop d'électeurs se rendent compte en temps réel, au moment des élections, qu'effectivement, le Bloc, sur ces questions-là, il tend à participer. En fait, c'est le troisième pilier du progressisme pan-canadien, comme on l'a vu avec la question de la coalition en 2008. On s'en souvient, Layton, Dion, Duceppe, c'est le fantasme du grand parti progressiste pan-canadien à 3 piliers. Ben, là, on peut se demander, dans de telles circonstances, est-ce que le Bloc, devant la montée de Poilievre, est capable de garder ses électeurs conservateurs, de garder ses électeurs qui sont des nationalistes, qui préfèrent le Québec, pour qui le Québec, c'est la référence naturelle, mais qui ne répètent pas, ont le point de vue plus à droite qu'à gauche sur des enjeux de société. Je pense qu'Yves-François Blanchette aurait tout intérêt à prendre au sérieux la chronique d'Emmanuel Latraverse dans le journal d'hier et telle qu'elle l'a prononcée à cette émission. Je pense qu'il devrait prendre au sérieux l'offensive de Poilievre parce qu'une partie de ses électeurs est sensible à ce discours-là, qu'il ne l'oublie pas. Il ne s'agit pas de donner des points aux uns aux autres. Il s'agit de dire que Poilievre a trouvé un véritable angle d'attaque qui peut témoigner de la fragilité relative du Bloc et le Bloc devrait en tenir compte avant de demander, à un moment donné, d'avoir une saignée électorale qui pourrait lui coûter cher. Et Mathieu, il y a 4 ans, on l'a souligné dans les derniers jours, là, commençait cette pandémie de COVID. Ouais, alors c'était il y a 4 ans, et j'aimerais me dire de temps en temps, c'est fini, c'est il y a 4 ans, on n'en parle plus, c'est réglé. Mais il existe, puis Dieu sait que moi j'étais pas particulièrement heureux dans cette période-là, puis je critiquais les mesures sanitaires, je trouvais que ça allait trop loin, mais j'acceptais l'idée générale qu'il en fallait, mais je trouvais que ça allait trop loin. Bon, j'étais le critique à l'intérieur du discours dominant, comme ça. Mais il y a des gens qui, 4 ans plus tard, puis il y a eu des gens ont fait des erreurs. Puis moi, Dieu sait que moi, j'ai fait, comme qui dirait, mon autocritique. Il y a des choses, il y a des erreurs qu'on a fait à ce moment-là. Mais moi, ce qui me frappe, c'est que 4 ans plus tard, puis je fais un peu écho à mon interview hier avec l'humoriste au nom improbable qui est Roxane la Banane. Roxane la Banane, issue du mouvement critique des mouvements, des mesures sanitaires, qui a vraiment un humour incroyable, décapant, très drôle. C'est une humoriste très efficace qui est sur les réseaux sociaux pour l'instant et qui pourrait avoir tendu la main à Martin Petit dans une interview qu'elle a faite dans le cadre de son balado Grey Neuron, eh bien, elle se fait accuser de trahison. Tu sais, tu oses parler à ceux qui, au moment de la COVID, étaient favorables au discours gouvernemental. Tu oses parler à ces gens-là. Tu oses leur tendre la main. Et là, c'est comme on dirait qu'il y a des gens qui, 4 ans plus tard, vivent encore à temps plein dans la crise, en fait, la névrose, la peine, le moment de crise sanitaire. Ah ben oui, justement. Et là, ils pensent à ça à temps plein. Leur grille de lecture en 2024, c'est « Étais-tu pour ou contre le vaccin? » On a envie de dire, regarde, évoluer un peu. Dire, la société a évolué, il y a eu des erreurs qui ont été faites à ce moment-là, il y a eu des paroles trop dures qui ont été prononcées. Moi, je l'ai déjà dit, je suis favorable à une politique d'amnistie générale en ces matières. À la fois sur le plan des contraventions, mais moralement, je pense que globalement, il y a des gens qui se sont trompés de tous les bords, de tous les côtés. Il faut passer au-delà de cette étape. Mais il y a des gens qui sont encore enfermés là-dedans, puis parce que cette humoriste brillante, qui est Roxane la Banane, j'adore dire ça, décide de parler à des gens qui voit le monde autrement, elle se fait accuser de trahison du noyau dur des anti-covidiens. Il y a quelque chose là-dedans. Il y a une partie de notre société qui est accrochée à ce moment-là et qui devrait en sortir tout simplement. Comme c'est pas l'horizon indépassable de la vie humaine, le moment COVID, et me semble-t-il qu'il fallait le rappeler. Merci Mathieu pour le rappel. Je te souhaite un bon épisode. À demain.